On s'est déjà demandé pourquoi tant de mouvements citoyens, qui partent pourtant de super intentions, finissent souvent par disparaître. C'est justement la question de départ d'un projet hyper intéressant qui s'appelle les ruches citoyennes. En gros, c'est un plan pour bâtir un mouvement qui aurait vraiment appris des erreurs du passé. Allez, on regarde ça de plus près. C'est un peu la question qui fâche, non? Pourquoi est-ce que tant de mouvements qui soulèvent un immense espoir finissent par s'épuiser, par s'essouffler? Eh bien, le projet des ruches citoyennes part exactement de ce constat pour tenter de proposer une autre méthode, une autre manière de s'organiser. Pour construire quelque chose qui tienne la route, la première étape, c'est de comprendre pourquoi les constructions d'avant se sont effondrées. L'analyse des rushs, elle s'appuie donc sur 4 expériences assez récentes, 4 cas d'école qui ont vraiment marqué le paysage politique en Europe. On commence notre voyage en Espagne avec Podemos. Sur le papier, l'idée était juste géniale. Des cercles citoyens, les círculos, qui devaient être le véritable cœur du pouvoir. Le problème, c'est que dans la pratique, sans règles vraiment claires pour garantir leur autonomie, la direction nationale a fini par tout recentraliser. La promesse initiale s'est un peu vidée de sa substance. Et voilà la première leçon qui est absolument essentielle. La bonne volonté, ça ne suffit pas face à la tendance naturelle du pouvoir à se concentrer. Si l'autonomie des groupes locaux n'est pas blindée, protégée par des règles formelles écrites noir sur blanc dans les statuts, elle finit presque toujours par être rognée. Allez, on file en Italie maintenant, avec le mouvement 5 étoiles et sa grande promesse de démocratie numérique avec la plateforme Rousseau. Sauf qu'il y avait un hic et un gros. Cette plateforme, le logo et même le nom du parti, eh bien tout ça appartenait légalement à une seule et même personne. C'était une faille de sécurité énorme qui a mis tout le mouvement à la merci d'un seul homme. Là, la leçon est hyper claire et elle est vitale. Un mouvement citoyen ne peut pas être la propriété privée de son fondateur. C'est juste pas possible. Les outils, qu'ils soient numériques, comme un site web, ou juridiques, comme le nom de l'asso, doivent appartenir au collectif. Ce n'est pas un détail technique, c'est une condition de survie. On revient en France, place de la République, avec Nuit debout. Ici, la promesse, c'était l'horizontalité absolue. Pas de chef, pas de structure, pas de hiérarchie. Le résultat, qui a été documenté par à peu près tous les observateurs, a été double. D'un côté, un épuisement général des militants les plus actifs, et de l'autre, une énorme difficulté, voire une paralysie, dès qu'il fallait prendre des décisions engageantes. Et la conclusion, elle peut paraître surprenante. Pour protéger la démocratie interne, en fait, il faut une structure. Sans règles du jeu claires et formelles, ce ne sont pas les meilleures idées qui gagnent, mais des hiérarchies invisibles, informelles, qui se mettent en place. C'est ce que la sociologue Jo Freeman avait appelé, de façon géniale, la tyrannie de l'absence de structure. Dernier exemple, à une échelle différente, le petit village de Saillant dans la Drôme. C'était une expérience super inspirante de gestion municipale par les citoyens. Mais au bout d'un mandat, l'équipe a décidé de ne pas se représenter. La raison principale invoquée, la fatigue participative. Trop de réunions, trop de décisions à prendre pour tout le monde. Ça demandait une énergie folle. Et ça nous amène à la dernière grande leçon de ce diagnostic. L'engagement citoyen, ce n'est pas une ressource inépuisable. Il faut en prendre soin. Un mouvement qui veut durer ne peut pas demander à tout le monde de décider de tout, tout le temps. Il faut absolument faire le tri, hiérarchiser les décisions. Bon, ok, on a vu le diagnostic, on a identifié tous les pièges, c'est bien, mais du coup, on fait quoi? Quelle solution on peut imaginer? Eh bien, le projet des ruches citoyennes, il se base sur un plan en 6 piliers, pensé justement pour répondre à chacune des faiblesses qu'on vient de voir. 6 piliers, donc. 6 axes pour essayer de construire une organisation qui, cette fois, pourrait tenir dans la durée. Ce tableau, il résume très bien comment le modèle cherche à se positionner. On voit bien en regardant les colonnes que l'idée, c'est de prendre le meilleur de chaque monde. Par exemple, la capacité d'action des partis, mais sans leur structure hyper verticale. L'énergie des mouvements spontanés, mais avec une vraie gouvernance pour que ça dure. Et l'ancrage local des collectifs militants, mais en le reliant à une vision plus large. Au cœur du réacteur, il y a un outil bien précis pour la prise de décision, le consensus sociocratique. Alors attention, c'est un peu subtil. L'idée, ce n'est pas que tout le monde soit pour, comme dans le consensus. L'idée, c'est que personne n'ait de bonnes raisons d'être contre. Une objection doit être argumentée, constructive, en lien avec les buts du groupe. Un simple « j'aime pas », ça ne suffit pas. C'est un équilibre super intéressant entre l'efficacité et l'inclusion. Et ça, c'est la réponse directe au problème de fatigue participative qu'on a vu à Science. On ne traite pas toutes les décisions de la même manière.
Les choix du quotidien, paf, c'est délégué. Les décisions tactiques se prennent en petits groupes de travail. Et la grande assemblée de tous les membres, elle n'est sollicitée que pour les grandes orientations stratégiques. Ça permet de préserver l'énergie de chacun pour ce qui compte vraiment. On en vient maintenant à la stratégie à long terme. Et là, c'est peut-être l'idée la plus déroutante de tout le projet. Le but, ce n'est pas forcément de gagner les prochaines élections. Non, le but, c'est d'être prêt. Prêt pour le jour où une crise majeure, quelle qu'elle soit, ouvrira une brèche dans le système politique. Cette phrase, tirée de leur texte fondateur, elle est vraiment percutante. Quand on y pense, avec des mouvements comme les Gilets jaunes, le constat est assez clair. Il y avait une énergie sociale absolument immense, mais il n'y avait pas de structure capable de transformer cette colère en un projet politique concret et durable. L'idée des ruches, c'est précisément de construire cette structure avant la prochaine crise. Mais alors, être prêt, ça veut dire quoi, concrètement? Ce n'est pas juste un concept en l'air, c'est une checklist très précise. Ça veut dire avoir un vrai réseau sur le terrain, même petit, avoir déjà une certaine crédibilité, pouvoir montrer des actions locales, concrètes pour prouver qu'on sait faire des choses, et avoir un plan de bataille, un protocole d'activation pour le jour J. Alors, on pourrait se dire que tout ça reste de la belle théorie, un joli plan sur le papier. Mais en fait, pas du tout. Le projet est pensé avec une feuille de route très concrète pour la toute première année, pour passer de l'idée à la réalité du terrain. On voit que la démarche est super pragmatique. On ne se lance pas tête baissée. D'abord, on pose le cadre légal et on sécurise les outils. Ensuite, on met en place l'organisation interne et on commence à former les gens. Et c'est seulement après, une fois que les fondations sont solides, qu'on lance les premières actions visibles et le premier grand rassemblement. On construit la maison en commençant par les fondations, pas par le toit. Finalement, ce projet nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si la clé pour qu'un mouvement réussisse, ce n'était plus l'étincelle spontanée, l'explosion de colère, mais plutôt la patience de construire en amont l'organisation capable de transformer cette étincelle en un feu durable? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup